Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News. Vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous incontournable avec les questions africaines. Ce soir, nous braquons les projecteurs sur l'un des projets les plus controversés du continent africain, le barrage de la Grande Renaissance éthiopien. Officiellement inauguré le 9 septembre dernier, ce méga-projet a ravivé des tensions anciennes entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. En toile de fond, la bataille pour l'accès aux eaux du Nil. Pour l'Égypte, il s'agit d'un enjeu vital. Le pays tire plus de 95% de ses ressources en eau du Nil, justement. Et pour l'Éthiopie, ce barrage est un symbole de développement, d'indépendance énergétique et de souveraineté nationale. Mais cette opposition vient au-delà des intérêts directs des deux nations. Elle s'inscrit dans un héritage historique lourd, hérité d'accords coloniaux qui ont un moment avantagé les pays en aval. Aujourd'hui, les rapports de force sont en train de changer et la géopolitique de l'eau où l'avenir se joue dans la région. Madame, Monsieur, on se retrouve tout de suite. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir d'un fin connaisseur de la diplomatie et des questions africaines, Paul Amegakbo. Bonsoir Paul Amegakbo, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame Makassi, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de votre chaîne. Très bien, Paul. Avant de discuter de ces enjeux qui entourent ce barrage de la Renaissance et aussi du cœur du conflit qui entoure ce barrage de la Renaissance, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement qu'est-ce que ce barrage de la Renaissance et comment est-ce qu'aujourd'hui il est en train de créer la discorde finalement entre deux pays voisins? Le barrage de la Renaissance est le plus grand barrage d'Afrique du temps contemporain et c'est un fleuron de la dynamique économique et sociétale de l'Éthiopie. C'est un barrage qui, dans sa construction, ambitionne de régler les problèmes énergétiques et de rationaliser les données hydrographiques et hydrauliques de l'Éthiopie, mais pas seulement, des autres pays voisins qui peuvent bénéficier des ressources énergétiques, halieutiques, hydrographiques et hydrologiques émanant de ce grand barrage. Et donc, ce barrage présente des enjeux importants, notamment sur le plan climatique et écologique, parce que dès sa construction en 2011, des accusations et des interrogations ont porté sur l'impact que ce barrage aura sur les autres pays riverains. C'est d'ailleurs ce qui a amené à la négociation et à la signature de l'accord cadre sur la coopération dans le bassin du fleuve du Nil. Ce document, cet important accord qui devrait être ratifié par les principaux pays riverains, notamment l'Éthiopie lui-même, le Soudan du Sud, le Soudan, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, le Soudan et l'Égypte, n'ont été ratifiés que par les autres pays. Et jusqu'à présent, le Soudan et l'Égypte marquent encore des désaccords et des réserves importantes par rapport à cet accord. Justement, on va revenir sur cet accord cadre, mais on va aussi revenir à d'autres accords qui ont été signés du temps de la colonisation. Ça s'est passé en 1929, puis en 1951. Pour bon nombre d'observateurs, ces accords avaient privilégié ou donné l'avantage de la gestion des eaux du Nil aux pays en aval, notamment à l'Égypte, et créé la discorde finalement depuis longtemps avec l'Éthiopie. On sait aussi que ce barrage l'idée de ce barrage a émergé depuis le temps de Haïlé. Pour comprendre justement les enjeux qui entourent l'actualité ou qui entourent cette actualité, est-ce qu'il est nécessaire de revenir à cet héritage colonial et à ces accords et au projet de Haïlé Sélassié? C'est vraiment important dans la mesure où lorsqu'on évoque l'Éthiopie, on évoque également la résistance africaine à la pénétration coloniale.
à la colonisation et également à la domination impérialiste sur le continent. L'Éthiopie est justement le seul pays qui n'avait pas connu une véritable colonisation, qui avait mené la lutte pour l'indépendance, mais également pour l'autodétermination. Et dans le cadre de cette lutte, à l'instar d'autres pays comme le Ghana, qui avait matérialisé la construction du grand barrage d'Akosobo à l'orée des indépendances dans les années 58 à 60, l'Éthiopie a considéré le projet du grand barrage de la Renaissance depuis lors comme une matérialisation de cette indépendance et de l'affirmation de la capacité d'un pays africain à pouvoir construire un ouvrage qui sécuriserait donc les dimensions économiques, géostratégiques, sociales pour les populations. Et donc, il va de soi de comprendre que ce barrage ne soit pas bien vu à l'époque par les colons qui, à travers les conventions que vous avez citées tout à l'heure, de 1929 et de 1959, avaient voulu mettre entre parenthèses ce grand projet et faire en sorte que, au-delà d'un partage équitable qui est dans l'esprit des accords internationaux en matière d'usage des eaux fluviales ou des cours d'eau, il va sans dire que l'esprit des colons à l'époque, c'est de faire en sorte que ce barrage ne voit jamais le jour. Et nous savons tous très bien que dans un esprit collectif, on pense toujours au mythe égyptien. On considère l'Égypte comme le berceau de la civilisation africaine, le berceau donc des pyramides et des grands ouvrages. Et donc, sur ce point de vue historique également, il était mal vu que l'Éthiopie soit en avant-garde de cette réalisation importante. Nonobstant ces obstacles historiques, le progrès réalisé par l'Égypte en ce 21e siècle, en construisant le grand barrage de la Renaissance, est une prouesse importante qui efface d'un coup de main toutes ces considérations préjudicielles d'ailleurs que l'histoire semble léguer à la postérité. Très bien, j'entends bien ce que vous dites là, Monsieur Paula Megagbo, mais vous parlez justement d'un grand projet, donc on l'a compris, c'est 14 ans de construction qui a été principalement financé par les Éthiopiens eux-mêmes. C'était un grand projet d'ingénierie. Il est devenu un levier de souveraineté pour l'Éthiopie aujourd'hui, mais aussi un acte de rupture avec ce que vous avez qualifié peut-être, et bon nombre d'observateurs qualifient de marginalisation dans la gestion des eaux du Nil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément quelles ont été les motivations ou l'ambition de l'Éthiopie, d'Ahmed Abiy, pour aller vers la construction de ce projet? Et est-ce que finalement, on peut considérer que ce projet illustre la lutte pour la souveraineté en Afrique aujourd'hui? Et comment est-ce que cette souveraineté-là ne va pas créer des conflits? Est-ce qu'on peut arriver à des souverainetés qui ne créent pas des conflits entre des pays voisins? Oui, absolument. La souveraineté est un principe internationalement connu et le droit international a pris soin de reconnaître la propriété des États souverains sur des espaces à la fois terrestres, maritimes et même aériens. Dans le cas spécifique du bassin du fleuve du Nil, il y a une convention historique des Nations Unies qui mérite d'être citée ici. C'est la convention de 1997 qui porte sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation. Et nous savons que les enjeux concernant le bassin du fleuve du Niger ne sont pas que des enjeux de navigation. Ce sont plutôt des enjeux vitaux liés donc à l'impact
démographique, hydrographique, hydraulique, à l'impact économique et social de ce barrage. Et donc, la convention que nous avions citée tantôt, spécifiquement portant sur l'exploitation du fleuve du Nil, qui est l'accord cadre sur la coopération dans le bassin du fleuve Nil, qui est entré en vigueur 13 octobre 2004, est un accord important dont la lettre et l'esprit devraient être respectés par toutes les parties prenantes. Les réserves portées par l'Égypte et le Soudan, certes, sont des réserves légitimes, mais ne rendent pas réversible la marche que l'Éthiopie a accomplie dans la réalisation de ce bassin. Ce qui importe aujourd'hui devrait être plutôt les mécanismes à mettre en place pour une exploitation judicieuse. Ce plus de fleuve ne porte pas préjudice aux autres activités qui entourent le fleuve au niveau des autres pays. Et nous pensons qu'à travers les différentes déclarations des autorités éthiopiennes, notamment le Premier ministre Abiy, nous avions compris qu'il y a une volonté politique manifeste pour faire en sorte que ce barrage ne porte pas de préjudice aux autres pays, y compris l'Égypte et le Soudan. Et donc, si l'esprit est partagé, il importe donc dans le creuset du droit international et surtout dans une logique de la volonté de l'Union africaine de créer des conditions d'autosuffisance économique à travers l'accès aux ressources énergétiques et hydrauliques, de faire en sorte que ce barrage soit considéré plutôt comme un atout et non un obstacle au développement des pays riverains, au développement du continent. Très bien, Paul. Vous avez dit que les réserves de l'Égypte et les réserves du Soudan aujourd'hui sont légitimes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont justement les réserves de ces deux pays-là quant à l'initiative du bassin du Nil? Faut-il là aussi rappeler que l'Égypte dépend à 95% en ressources hydrauliques, en souveraineté en eau de ce barrage? Et faut-il rappeler encore que ce barrage est construit en pied du Nil bleu et du Nil blanc également, dont dépend l'Égypte, essentiellement. Oui, effectivement. Et à cela, il est important pour les téléspectateurs et téléspectatrices de notre chaîne de comprendre que les dispositions de l'article de l'accord ont été claires à travers les différents articles. D'abord, il a été spécifié qu'il faut un régime équitable et raisonnable d'utilisation de ces eaux partagées du Nil, notamment à travers prise en compte des facteurs d'ordre géographique, hydrographique, hydraulique, climatique, écologique, mais également les besoins sociaux et économiques des États riverains. C'est l'article 4 et suivant qui précise ces considérations. Et donc, à partir de cet instant, le barrage n'a pour vocation de priver les autres de l'exploitation du bassin du fleuve du Nil. Au contraire, mais dans une approche concertée, la recherche permanente de consensus par rapport aux décisions politiques et stratégiques à prendre pour l'exploitation du barrage et les exploitations du barrage, de faire en sorte que le bénéfice soit partagé et soit équitable. Il est également prévu que les actions à entreprendre ne doivent pas nuire aux autres pays. Et donc, les facteurs de nuisance doivent être objectivement pris en considération. En cela, que nous disons que les réserves de l'Égypte et du Soudan sont des réserves légitimes. Cependant, elles ne doivent pas constituer un obstacle dans cette marche décisive vers l'autonomisation de l'Éthiopie, mais aussi des pays voisins, des pays riverains au fleuve Nil, de pouvoir bénéficier des
des retombées positives de ce grand barrage de la Renaissance. Très bien. Justement, avec ce barrage, on va revenir sur d'autres conventions parce qu'il y a eu plusieurs conventions. Je vais vous poser quand même cette question. On sait qu'il y a eu les conventions du temps de la colonisation de 29 et puis de 1929 et puis de 1959. Vous avez expliqué vous-même et vous êtes revenu à l'initiative du bassin du Nil en 97. Mais il y a eu une convention en 2010 qui a été fortement rejetée par l'Égypte et soutenue par l'Éthiopie. Le rôle du Soudan avec la division et l'indépendance du Soudan du Sud et le conflit qu'il y a aussi au Soudan. Donc parfois le Soudan est une voie qu'on trouve qui est, selon les observateurs, un peu absente de ce dossier. On va revenir sur le rôle du Soudan. Par contre, est-ce que le fait qu'il y ait de nombreuses initiatives, pourquoi l'échec de toutes ces initiatives et qu'est-ce qu'elles révèlent et que révèle finalement cet échec, ces échecs consécutifs de la géopolitique de la région? Oui, disons que ces échecs tiennent à la nouvelle reconfiguration de la dynamique géostratégique et des pouvoirs au niveau de cette région d'Afrique. Dans la mesure où cet accord cadre que vous avez souligné tout à l'heure, de 2010, vis-à-vis du droit international, est un accord juste, équitable, et qui pourrait servir d'une base normale et sereine de collaboration entre les parties prenantes autour de ce bassin. Plus est, en 2015, il nous a souvient qu'il y a eu une déclaration de principe de Khartoum qui avait réuni tous les États partis du bassin du fleuve et partis de la cadre de 2010 pour justement trouver une approche dynamique de gestion des aspects beaucoup plus techniques. Ces aspects techniques portent sur le fonctionnement opérationnel du bassin, mais également sur les approches de remplissage du bassin. Parce que c'est là où il y a des études. Parce que la dynamique de remplissage du bassin peut permettre de reverser assez d'eau dans le lit, donc du fleuve du Nil, ou procéder à la rétention d'eau. Et donc, la déclaration de principe de Khartoum, si elle est respectée également dans cet esprit, permettrait effectivement de mettre en place une haute autorité de gestion donc, du bassin du Nil qui inclut la gestion du grand barrage de la Renaissance. Et donc, si au-delà de cet accord cadre, des déclarations et également des conventions des Nations Unies et tout le droit international applicable à l'exploitation des eaux, des cours d'eau, ne sont pas respectés ou n'arrivent pas à convaincre l'Égypte et le Soudan à ratifier cet accord cadre de 2010, il y a donc un problème. Et en droit international, ce problème peut relever donc de la mauvaise foi politique des dirigeants et des institutions de ces deux pays surtout, l'Égypte et le Soudan, à pouvoir créer une dynamique permettant au grand barrage de la Renaissance ne pourrait plus être démoli, de pouvoir satisfaire toutes ses vocations, celle de créer les conditions d'accès à des énergies abordables, les conditions de régulation de l'exploitation du fleuve du Nil et l'amélioration des conditions sociales et économiques des populations des pays concernés par l'exploitation de ce fleuve-là. J'entends bien. On continue à parler justement de cette question d'intérêt que peuvent avoir l'ensemble des pays. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'Éthiopie, avec cette production ambitieuse en termes d'électricité excédentaire, est-ce que ça pourrait lui servir justement de levier diplomatique? Vous expliquez depuis tout à l'heure que l'Éthiopie a véritablement ambition de désenclaver son pays, de fournir en électricité l'ensemble des pays voisins, notamment le Kenya, peut-être même le Soudan du Sud, le Djibouti qui rappelons-le, un pays qui a financé à hauteur, je crois, de même pas 10% ce barrage. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler que l'Éthiopie essaye de mettre en place une sorte de diplomatie de l'électricité finalement? Et d'un autre côté, on a l'Égypte et le Soudan qui essayent de mettre en place une diplomatie de l'eau finalement.
Oui, effectivement, disons que de part et d'autre, tout tourne autour de la diplomatie de l'eau. Mais réserver notre analyse simplement à cette diplomatie de l'eau serait restrictive. Il est important de comprendre la dynamique des pouvoirs au niveau des pays concernés par l'exploitation de ce bassin du fleuve du Nil, mais également des conflits qui ont cours actuellement dans cette zone. Parce que si les pays font de bon voisinage, d'une diplomatie de bon voisinage, si les pays sont en bonne entente, il est aisé de respecter les accords. Mais lorsqu'il y a d'autres divergences du point de vue politique, du point de vue stratégique, qui impactent sur les choix diplomatiques des pays, il arrive souvent que la mauvaise foi prime sur la volonté éclairée de faire avancer les dossiers diplomatiques. Et nous avons l'impression que dans le cadre de la gestion du barrage, du grand barrage de la Renaissance, il y a donc d'autres considérations à prendre en considération. L'Égypte n'est pas nécessairement un État ami à l'Éthiopie, comme l'était par exemple l'Érythrée ou d'autres pays voisins. Nous avons le Soudan et le Soudan du Sud, qui également sont très instables sur le plan sécuritaire, mais également sur le plan politique, remettant donc en cause la possibilité pour ces États de prendre des décisions politiques responsables. Et donc, nous dirons que le grand barrage de la Renaissance qui vient d'être inauguré voit le jour dans un contexte géopolitique, dans un contexte diplomatique complexe. Et donc, il va falloir, dans ce contexte-là, faire en sorte que le droit international prévale. Et pour que le droit international prévale, il faudrait voir les différents accords qui sont en cours d'être mis en œuvre et qui ont été ratifiés par beaucoup d'États, notamment l'accord cadre de 2010, par rapport à la Convention des Nations Unies, qui est une convention universelle sur l'exploitation des cours d'eau à d'autres fins que la navigation, de voir dans quelle mesure les problèmes politiques, diplomatiques et géostratégiques peuvent trouver leur solution dans le respect des dispositions de ces différents accords. Parce qu'à partir du moment où les divergences persisteraient, la seule règle qui pourrait départir les parties seraient les conventions internationales qui sont opposables à tous les acteurs et à toutes les parties en conflit. Très chers téléspectateurs, on va se donner rendez-vous tout de suite après cette petite page publicitaire. Très chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de Cap sur l'Afrique. Ce soir, on se plonge sur un dossier controversé en Afrique de l'Est ou dans la Corne de l'Afrique qui risque justement de modifier non seulement la géopolitique de la Corne de l'Afrique, mais aussi de l'Afrique de l'Est et peut-être même les relations entre la Corne de l'Afrique et les pays du Golfe et les influences que peuvent avoir les puissances internationales. Nous parlons bien évidemment du barrage de la Renaissance qui a été inauguré le 9 septembre dernier, créant là encore une fois l'ire de l'Égypte depuis le lancement de ce projet gigantesque il y a 14 ans. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné d'un fin connaisseur de la diplomatie africaine, Paul Amegakbo, qui me rejoint en direct tout de suite depuis le Togo. Paul Amegakbo, j'en ai bien compris que lors de la première partie de cette émission, vous avez mis en avant le rôle que pourrait jouer justement le droit international, que pourraient jouer les conventions qui ont été mises en place, que pourrait jouer la diplomatie africaine et internationale. Cela dit, dans un monde dans lequel le droit international ne compte pas beaucoup, en particulier en ce moment, le droit international est bafoué par certaines puissances et bafoué par certains pays au détriment des peuples. Est-ce que l'Égypte peut aujourd'hui, ou le peuple égyptien aujourd'hui, parce qu'il faut rappeler, il y a quand même des conséquences climatiques, des conséquences climatiques en lien avec la construction de ce barrage. Et est-ce qu'aujourd'hui, les Égyptiens peuvent faire confiance
confiance aveuglément au droit international? Est-ce que les Soudanais peuvent faire confiance au droit international aveuglément, mais surtout, quel pourrait être le rôle de l'Union africaine dans ce contexte? Oui, en effet, il faut considérer que, et le rappeler de manière non superfétatoire, que l'Égypte est le fleuve Nil est le plus long fleuve du monde dont l'exploitation impacte directement 8 pays. Rappelons-le, il y a l'Égypte, le Soudan du Sud, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, mais aussi et surtout l'Égypte et le Soudan qui sont concernés et qui sont directement impactés. Et donc, à partir du moment où une seule ressource hydraulique, hydrographique, concerne 8 pays, seul un accord consenti, un accord éclairé qui est en phase avec le droit international pourrait permettre de régler les différends. Et que les parties prenantes ont fait un effort. À la matière, s'il faudrait simplement parler de la légitimité des conventions, on pourrait dire que la légitimité y est, puisqu'il y a 6 États qui ont signé, contre seulement 2. Mais nous savons que la légitimité ne suffit pas en droit international. Comme vous l'aviez souligné, il y a la question du rapport de force. Et aujourd'hui, nous sentons que l'Égypte, vu sa posture historique, vu le rôle ou la symbolique du fleuve Nil par rapport à l'histoire même de l'Égypte, la position de l'Égypte doit compter. Et pour que cette position compte, il va falloir encourager une diplomatie agissante et pédagogique. C'est en ce sens que l'Union africaine doit se saisir de cette question émineuse pour en faire un débat et faire en sorte qu'il y ait des tests panafricains qui viennent consolider l'accord cadre de 2010 et les déclarations subséquentes qui permettent de consolider les bases juridiques de l'exploitation du barrage, mais également du bassin du Nil, du fleuve Nil. Si tel n'est pas le cas, les problèmes surviendront toujours et cela pourrait amener à une dégradation grave des rapports entre les différents États concernés et pourquoi pas à des conflits ouverts, à des conflits violents. Et donc, pour prévenir cette situation, il est donc important que nous nous inscrivons exclusivement dans 2 approches. La première approche, c'est faire prévaloir le droit international qui est clair sur la question. Et deuxième approche, mettre en place un cadre inclusif de dialogue permanent et de règlement technique, politique et diplomatique des différends qui pourraient naître de l'exploitation du barrage, mais également des exploitations diverses des ressources du bassin du Nil. Si ces 2 approches cumulées sont comprises et mises en œuvre de manière pragmatique par les parties prenantes, il va sans dire que le grand barrage de la Renaissance serait une opportunité importante pour l'Afrique pour ce 21e siècle. Très bien, Paul. On va parler un peu de géopolitique de l'Éthiopie. Le Premier ministre éthiopien, depuis son arrivée au pouvoir, ne cache pas ses ambitions d'avoir un accès stratégique à la mer, notamment à la mer Rouge. Depuis, là aussi, un petit point pédagogique s'impose à nous. Depuis l'indépendance de l'Érythrée de l'Éthiopie, l'Éthiopie est un pays enclavé qui n'a plus accès à l'eau. Ahmed Abiy, le Premier ministre, en janvier 2024, avait surpris tout le monde avec cette reconnaissance de l'indépendance du Somaliland, ce qui a provoqué là aussi l'ire de la Somalie. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui un corridor sur la mer Rouge, en particulier dans le cadre des tensions au Moyen-Orient, est important pour l'Éthiopie et pour l'ambition géostratégique ou géopolitique que porte le Premier ministre? Nous savons tous très bien que les pays n'ont pas d'amis, mais ont des intérêts, et souvent des intérêts partagés, négociés, et dans le pire des cas, des intérêts imposés. Et donc, l'accord signé l'année dernière entre
l'Éthiopie et Somaliland. Concernant concernant le port de Berbera, notamment. Exactement, concernant ce port stratégique, montre clairement l'ambition de l'Éthiopie, à travers son Premier ministre Abiy, de créer les conditions d'une expansion de l'ambition géostratégique et économique de ce pays qui, ne l'oublions pas, a fait face depuis 2019 à des conflits internes très meurtriers et qui ont failli d'ailleurs avilir l'image de l'Éthiopie, l'image du Premier ministre, par ailleurs prix Nobel de la paix. Et donc, nous avons senti que le débat qui est posé aujourd'hui autour du grand barrage de la Renaissance est un débat capital, est un débat historique. Et il va falloir comprendre que l'accès aux ressources maritimes, aux océans, constitue des enjeux importants parce que le commerce maritime est le plus prédominant aujourd'hui et accéder à la mer donne des atouts importants pour le pays qui en a accès dans les échanges commerciaux internationaux, dans les approvisionnements nécessaires pour le développement, mais également constitue un débouché pour les produits fabriqués au niveau de l'Éthiopie. Et l'Éthiopie est dans une phase d'industrialisation importante, au même titre que d'autres pays africains comme l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Angola et même l'Égypte. Et donc, ce sont des considérations que les pôles économiques importants du continent doivent comprendre comme une nécessité et en intégrant les principes de la coopération internationale fondés sur les intérêts, de placer les intérêts de tous les pays au cœur, même s'il pourrait y avoir des questions fâcheuses. Et donc, là, par exemple, avec le Somaliland, devrait être prise en compte par la Somalie. Nous avons compris que depuis 2024, il y a une dynamique ambivalente entre coopération entre la Somalie et l'Éthiopie, mais également rejet de la reconnaissance de Somaliland. Et cette dynamique-là est perçue comme normale par les observateurs internationaux parce que capable de créer un cadre de discussion pour régler des problèmes historiques comme la scission de Somalie, entre Somalie et Somaliland, et également l'ambition de l'Éthiopie de pouvoir mettre en œuvre ces mécanismes économiques, diplomatiques et géostratégiques pour le développement ethnique et social de ce pays. Très bien, mais pour l'instant, on doit rappeler aussi que l'indépendance du Somaliland n'est reconnue que par l'Éthiopie, ni l'Union africaine, ni les autres instances continentales ou internationales ne reconnaissent l'indépendance ou la scission du Somaliland. On va continuer justement sur cette région. Est-ce que les ambitions de Ahmed Abiy aujourd'hui, qui cherche à tout prix à faire sortir son pays de l'enclave dans laquelle il se trouve aujourd'hui, dans la Corne de l'Afrique. Est-ce que ces ambitions, à terme, peuvent mener à un équilibre stratégique des forces entre l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique? Est-ce qu'aujourd'hui, ou quand bien même on va lâcher la question, est-ce qu'il risque d'y avoir des tensions entre d'autres pays du continent, d'autres régions du continent, en raison de ce barrage ou des ambitions du Premier ministre éthiopien? Absolument. Ce sont de grandes actions qui, dans un écosystème aussi difficile que celui de l'Afrique en général, devient donc une problématique importante. Et heureusement que dans cette dynamique, il y a des avantages économiques qu'il ne faudrait pas perdre de vue. Parce qu'aujourd'hui, parler de ces questions, c'est aussi parler de la position de l'Afrique dans le concert des nations. Aujourd'hui, nous avons besoin des ressources qui font la différence, des ressources énergétiques qui constituent le poumon ou le facteur déterminant
de toute productivité industrielle. Et donc, le barrage, le grand barrage de Renaissance n'est pas qu'une ambition éthiopienne, ça devient une ambition panafricaine. Il va falloir donc en tenir compte et voir quels sont objectivement les impacts qui peuvent paraître néfastes afin de les régler dans le contexte africain. Nous avons la chance que le Nil traverse uniquement l'Afrique et qu'il n'y a pas un autre continent directement. C'est un avantage important. Comme on le dit, linge sale se lave en famille. Mais nous trouvons que ce linge est utile à plusieurs égards. Et donc, il est important pour les 8 pays directement concernés de pouvoir trouver le cadre. Et nous y sommes à 2 pas près. À 2 pas, parce que lorsque le Soudan aura le courage de ratifier cet accord et que l'Égypte aura également le courage de le ratifier, il y aura donc un cadre dynamique permettant aux institutions sous-régionales, aux institutions panafricaines et également aux différents pays de pouvoir collaborer pour une exploitation équitable, juste, sans dommages ni impact important sur le plan hydrologique, sur le plan énergétique, sur le plan agricole, sur le plan économique en général pour les autres pays. Parce que nous ne pourrons pas mener ce débat sans penser aux communautés de ces pays qui ont l'habitude de développer leur activité agricole, artisanale autour du bassin du fleuve du Nil. Et donc, incluant ces populations qui sont des populations africaines, il faut faire valoir ces solutions justes basées sur le droit international. Justement, on va revenir sur le rôle des populations et aussi l'impact de ce barrage et l'impact du bassin du Nil sur les populations de la région et de l'ensemble des pays concernés. Mais avant, j'aimerais avoir votre avis quant à cette question qui me taraude de l'esprit. Quand il est question, vous l'avez dit vous-même, aujourd'hui, la question du barrage de la Renaissance est une question afro-africaine à laquelle on doit trouver des questions afro-africaines et c'est justement le débat auquel aujourd'hui sont livrées les populations africaines sur l'ensemble des conflits, qu'ils soient sécuritaires, qu'ils soient diplomatiques, géopolitiques. Cela dit, on l'a vu avec ce conflit ou ces tensions diplomatiques, elles datent du temps de la colonisation. Et quand il est question de l'Afrique, il y a souvent cet héritage colonial concernant les conflits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, avec votre regard de fin diplomate aujourd'hui, quel est le rôle des puissances dans ce barrage? Quelles sont leurs positions? Je fais référence à l'Union européenne, je fais référence aux États-Unis, je fais référence à la Chine qui a un rôle de plus en plus prépondérant en Afrique avec notamment ces routes commerciales, les nouvelles routes de la soie. Et comment est-ce que ces puissances influent sur les tensions qui sont en train auxquelles on assiste aujourd'hui? Oui, nous sentons que le reste du monde pourrait se sentir un peu perplexe par rapport au de la Renaissance, dans la mesure que c'est un barrage dont la construction a été autofinancée et autogérée par l'Éthiopie. Et donc, c'est un défi au reste du monde, puisque l'Afrique ne compte pas que le fleuve du Nil. Il y a d'autres fleuves importants sur lesquels les barrages importants peuvent avoir donc des sources énergétiques propres en phase avec les défis de notre siècle. Et donc, sur ce plan, il faut noter que la communauté internationale va saluer la réalisation de ce barrage sur le plan climatique, du changement climatique, dans la mesure où ce barrage fournira de l'énergie propre pour l'Éthiopie, mais également pour d'autres pays africains, vu la grande capacité de production énergétique de ce barrage-là. Par contre, il pourrait avoir des affronts et des résistances dans la mesure où il y a des soutiens historiques sur le plan politique et sécuritaire à des pays comme l'Égypte et le Soudan. Et donc, sur ce plan, les États-Unis, par exemple, pourraient être orientés ou être enclins à soutenir l'Égypte dans sa position de ne pas ratifier
la convention, l'accord cadre de gestion donc, du bassin de Nil signé en 2010. Et l'Union européenne pourrait également avoir des positions ambivalentes vu les affinités par rapport à certains pays comme l'Érythrée, comme le Rwanda, le Burundi et même le Soudan du Sud. Et donc nous sommes dans un contexte assez complexe où aujourd'hui il est difficile de prédire la position de ces puissances internationales par rapport à ce barrage. Pour la Chine et les pays émergents, nous pourrons dire qu'il n'y aura pas une adversité directe sur le plan géostratégique parce que la Chine a compris que la réalisation des grands ouvrages, à l'instar du grand barrage de la Renaissance, constitue des objectifs du millénaire pour le développement du monde, pour l'énergie propre dont le monde aura besoin. Et donc, il y aura plus de collaboration entre la Chine, par exemple, et l'Éthiopie dans l'exploitation de ce barrage, dans l'ambition de s'ouvrir au monde et de rejoindre les chemins de la soie, comme la Chine l'ambitionne également. Et donc, nous sommes dans un contexte où les positions diplomatiques seront différentes en fonction des intérêts immédiats pour chacune des puissances que nous venons de citer. Très bien. Très bien, Paul. Certains observateurs affirment justement qu'aujourd'hui, ce barrage, les puissances ne peuvent pas, comme vous venez de le dire justement, ne peuvent pas prendre part ou afficher des positions claires en raison de la modification des enjeux autour de la Corne de l'Afrique, mais aussi de l'Afrique de l'Est. Est-ce que finalement aujourd'hui, les observateurs qui affirment que ce barrage est en quête d'un port pourraient modifier définitivement la géopolitique de l'Afrique de l'Est et les liens entre les pays? Quel est votre avis? Oui, évidemment, la géostratégie complètement modifiée parce que c'est un monstre économique qui est né avec l'inauguration du grand barrage de la Renaissance. Et donc, les pays doivent faire avec. Et nous sommes heureux. Lorsque l'on exploite judicieusement l'accord cadre, on trouve aux articles 15 et 19 qu'une commission est prévue, une commission multi-acteurs qui permettra de partager les informations stratégiques, de coordonner les échanges des données sur une base régulière afin de permettre une cogestion de ces ressources et une cogestion du barrage. Et nous pensons que l'Éthiopie, jusqu'à preuve du contraire, fait preuve d'une bonne volonté de collaboration avec les États. Nous pensons que cette bonne volonté, qui a été ratifiée par 5 autres États, devrait être suivie par l'Égypte et le Soudan afin que l'on crée de cette sous-région les conditions d'une gestion harmonieuse, de mitigation des conflits, afin qu'il n'y ait pas des fragilités qui peuvent être exploitées par les autres puissances qui ont également leurs intérêts, qui sont en réalité intangibles ou tangibles et qui peuvent refaire surface à tout moment et qui peuvent remettre en cause cet équilibre précaire. Nous pensons que la géopolitique est déjà reconfigurée. Paul, avant de continuer cette réponse, il me semble qu'un point pédagogique s'impose à nos téléspectateurs. Depuis le début de cette émission, on parle de l'ensemble des pays qui sont concernés par la signature de cet accord cadre, mais on n'a pas expliqué quel est le rôle de chaque pays, le Rwanda le nom m'échappe pour l'instant, le nom des 5 pays m'échappe, mais est-ce que vous pouvez nous faire un point justement pour nous expliquer quel est le rôle de l'ensemble des pays quand finalement aujourd'hui on affirme que le Nil, ou du moins le Nil bleu, ne concerne que les pays en amont, donc à savoir l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan? Oui, effectivement,
Lorsque nous prenons les autres pays en dehors de l'Égypte, le Soudan et le Soudan du Sud et l'Érythrée, qui sont directement sur le lit du fleuve Nil, et nous considérons les pays comme l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Ces derniers pays ont un intérêt direct parce que, pouvant bénéficier des ressources énergétiques générées par le grand barrage de la Renaissance. Et donc, c'est une contribution économique importante pour relever les défis de développement de ces pays où la couverture énergétique est en deçà de 50%. En deçà de 50% dans l'ensemble de ces pays. Et donc, ces pays ne bénéficient pas directement des exploitations diverses du bassin du fleuve Nil, mais plutôt des retombées directes de l'exploitation du grand barrage de la Renaissance à travers la possibilité d'acheter de connexions, d'interconnexions énergétiques pour l'éclairage, l'électrification, l'alimentation énergétique des industries. Et donc, sur ce plan, nous avons également des intérêts qui ne sont pas les mêmes. Le Soudan, l'Égypte et le Soudan du Sud ont des exploitations diverses, allant de la navigation sur le fleuve Nil aux exploitations agricoles et agro-industrielles et d'autres formes d'exploitation qui font que, et d'ailleurs d'accès à l'eau douce, parce que le Nil alimente, vous l'aviez dit au début, plus de 90% de l'eau douce pour les populations égyptiennes et statistique pour les populations du Soudan du Sud et de l'Érythrée. Et donc, considérant ces enjeux, il est donc important d'avoir un cadre harmonieux, un cadre formel qui est en phase avec le droit international afin de gérer l'exploitation de ces ressources, prévenir les conflits et faire en sorte que ces exploitations soient judicieuses, équitables et ne posent pas de dommages aux pays concernés. Très bien, Paul. Vous avez clairement expliqué qu'aujourd'hui, il est question d'intérêt économique, même pour les pays comme le Rwanda ou encore l'Ouganda. Mais on sait aujourd'hui que, par exemple, Djibouti a financé à un pourcentage très bas la construction de ce barrage et pourrait bénéficier des avantages que pourrait offrir ce barrage. Mais également le Kenya. D'ailleurs, le président du Kenya, William Ruto, était présent lors de cette inauguration. Pourquoi est-ce que ces deux pays ne sont pas partie prenante de l'accord cadre de 2010? Et brièvement, à votre avis, est-ce que le conflit pourrait dégénérer dans le cas où, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, on n'arrive pas à parvenir à un accord finalement ou en moins à un consensus? Oui, le conflit peut dégénérer à tout moment, vu les positions prises par l'Égypte surtout et suivies par le Soudan. Lorsqu'une solution harmonieuse, respectant le droit international, qui pourrait permettre aux Nations Unies, à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui d'ailleurs avait été saisi à 2 reprises en 2021 et en 2024 pour condamner l'Éthiopie. Le Conseil de sécurité n'était pas allé dans le sens de l'Égypte, parce qu'effectivement, lorsqu'on analyse sur le plan juridique l'encadrement légal de l'exploitation à travers l'accord de 2010 et la déclaration Khartoum de 2015, on réalise que c'est complètement en phase avec la Convention des Nations Unies de 1997. Et donc, à partir de cet instant, les Nations Unies ne peuvent pas condamner l'Éthiopie. Mais de la condamnation, les conflits qui peuvent naître de l'exploitation entre l'Éthiopie et l'Égypte pourraient de dégénérer en conflit ouvert, en guerre, ce que personne ne voudrait voir. Et vous l'avez souligné, le Kenya, il y a des pays d'Afrique de l'Ouest
d'Afrique centrale, d'Afrique du Nord, d'Afrique du Sud, qui pensent également qu'à travers un système d'interconnexion, bénéficier des retombées du grand barrage de la Renaissance, en accédant donc aux ressources énergétiques, à l'électrification sur le continent. Et donc, vu ces enjeux, pour ne pas diviser le continent sur cette question, il est important que l'Union africaine prenne en compte cet accord cadre qui ne concerne que les 8 pays directement concernés pour en faire un cadre légal au niveau panafricain afin que les potentiels conflits soient prévenus, soient gérés afin que nous n'ayons pas à assister à ces conflits potentiels entre l'Égypte et l'Éthiopie. Très bien, merci Paul, merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Je rappelle que vous êtes expert en diplomatie africaine et merci pour l'ensemble des éclairages que vous avez apportés et votre vision de ce conflit. Merci Paul. C'est moi qui vous remercie. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.